Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, les amis, les abonnés de la communauté du réseau chrétien, et je vous dis bonjour et bonsoir. Content de vous retrouver aujourd'hui pour notre entretien, disons au réseau chrétien. Nous parlons de la foi, nous parlons de la spiritualité, nous parlons aussi du développement personnel. Mais savez-vous qu'il y a quelque chose qui est tout à fait capital dans notre développement, c'est la question des finances. Écoutez, il n'y a pas d'humain, il n'y a pas de croyant, et bien sans une bonne santé financière. La santé financière, ça nous concerne aussi. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous avons fait le choix d'inviter quelqu'un pour nous parler un peu des assurances. C'est quoi les bienfaits? Qu'est-ce que vous allez tirer? Eh bien, quand vous êtes un peu assuré, quand vous faites affaire avec des compagnies d'assurance, je sais qu'il y a pas mal de gens qui parlent dans tous les coins de rue à Montréal, ici au Québec, mais aujourd'hui, vous allez recevoir une lumière tout à fait particulière avec, écoutez, notre invité, Benoît. Benoît travaille comme conseiller financier ici à Montréal. Eh bien, c'est un ami, c'est quelqu'un avec qui nous essayons d'échanger au quotidien, du temps, disons à chaque semaine, sur des sujets en lien avec les finances. Aujourd'hui, Benoît est avec nous pour nous parler des assurances. Salut Benoît, ça va bien? Ça va bien, Pasteur Doris? Ben oui, Et de la ton côté, journée. tout va bien? Ben oui, ça va bien, la journée, les affaires, comment ça Ça va va? super bien, grâce à Dieu. Ok, Super bien, grâce à Dieu. Comme les gens vont entendre ma voix là un peu euh, en haut, parce que il fait chaud aujourd'hui, mhm. puis j'ai beaucoup travaillé. Mais je tiens à répondre à l'invitation parce que ma maman m'a toujours dit promesse due, promesse tenue. Ok. Donc, je me suis dit, je ne peux pas te dire oui et puis après te donner des excuses en disant, bon, je ne peux pas, j'ai eu Ok. des clients, des associés. Mhm. Donc, c'est mon quotidien, donc je suis là. Ouais. Mhm. Non, je Mhm. comprends très bien. Mhm. Ok. Benoît, peux-tu te présenter pour, disons, pour les gens, Mhm. les gens de la communauté du réseau? Peux-tu te présenter? Good. Ben, d'entrée de jeu, je te dis, Pasteur Doris, ça me fait plaisir que tu m'invites sur ta chaîne. Et je sais que c'est une chaîne qui est très prisée, une chaîne que toute la communauté chrétienne suit. Et ça me fait plaisir de parler là-dessus aujourd'hui. Moi-même, c'est Benoît Tintin, comme tu viens de le dire. Je suis haïtien. Okay? Je suis haïtien. Je viens d'Haïti. Je suis né à Petit-Goâve. J'ai habité à Léogane pendant un certain temps, pendant plus de 20 ans même. Puis après, je suis parti faire l'université à Port-au-Prince. J'ai étudié en administration des affaires. J'ai fait un bac en administration des affaires à l'INAGE. Après, j'ai travaillé pour la BNC pendant 3 ans et demi. J'ai travaillé pour FAO, c'est une agence des Nations Unies, pendant 2 ans aussi. J'ai travaillé pour le CEP avec Max Mathurin quand il était président du CEP. J'ai travaillé pour l'OAVCT avant de partir, avant d'immigrer au Canada ici. Okay? Dès mon arrivée ici, j'ai travaillé dans pas mal d'institutions aussi. Et je vais te dire quelle institution tantôt. Mais après, j'ai fait un certificat en gestion d'entreprise au HEC. J'étais marié, je suis père d'un enfant. Et puis voilà, présentement, je suis disponible, je suis au service des membres de ma communauté ici, et en essayant de leur apporter ma volonté, mes Mhm. connaissances dans le domaine de la finance. Mhm. Voilà.
OK. Mais est-ce que vous travaillez pour l'instant pour une instance ou bien est-ce que c'est à titre personnel? Parle-nous un peu. Présentement, je suis travailleur autonome, mais bâtissant une entreprise. OK. Et je travaille en collaboration. Alors, j'ai un chapeau, c'est l'institution qui me chapeaute, s'appelle Groupe Financier Mondial. Alors, Groupe Financier Mondial, c'est une agence qui n'est pas une compagnie d'assurance en tant que telle, qui n'est pas une banque non plus. Qu'est-ce que nous faisons, nous? Nous allons utiliser les produits de plus d'une cinquantaine de compagnies à travers le Canada pour pouvoir aller magasiner, chercher les meilleures stratégies, les meilleurs produits pour les gens. Okay? Donc, c'est vraiment intéressant de pouvoir faire ça parce qu'on est capable d'aller voir qu'est-ce qui existe dans chacune de ces compagnies-là. Au lieu que les gens aillent directement à leur banque ou directement à leur institution financière pour prendre un service, nous allons faire le devoir pour eux. Nous allons chercher, voir où est la meilleure chose. La meilleure chose dans le sens financier, qu'est-ce qui est financièrement plus approprié selon la situation de la personne, selon ses objectifs, selon ses plans, selon ses buts, pour pouvoir l'aider véritablement. Yeah. OK, mais je comprends. Mais vous étiez quand même dans d'autres domaines avant et aujourd'hui, vous travaillez disons, Comme conseiller en sécurité financière. Comme conseiller en sécurité financière. Vous êtes en train de bâtir votre communauté. C'est quoi qui explique cette transition? Alors, une chose simple, j'ai travaillé pour FAO en Haïti. J'ai eu quand même un bon poste. J'ai été administrateur dans un bureau de Léogane après les tremblements de terre. J'ai eu un bon salaire. J'ai travaillé pour la BNC. On dit tout le temps que la banque ne paye pas, mais quand même, je venais de Inagé. Je n'avais même pas encore terminé ma licence à Inagé. Je travaillais déjà pour BNC, donc j'ai eu un salaire. J'ai travaillé quand même aux côtés du président du CEP. J'ai eu un bon salaire aussi. J'ai travaillé dans les finances de OAVCT. J'ai eu un bon salaire aussi. Quand je suis arrivé ici, je pensais, avec mes expériences, avec mon bac en administration des affaires, ça allait être plus facile. Des fois, on a une conception de l'étranger qui est un petit peu, qui est différente de la réalité. Lorsqu'on est en Haïti, on se dit, ah ouais, si je pars, si j'arrive au Canada, aux États-Unis, donc ça va être la belle vie, ça va être une vie plus facile, de meilleurs emplois, aller à l'école, faire maîtrise et tout. Quand je suis arrivé ici, j'étais obligé de faire des emplois qui, moi, je ne vais pas le dire pour minimiser, ok? C'est juste, selon moi, c'est des emplois de survie. Ça m'a permis de payer mes factures, envoyer un petit peu en Haïti, parce que quand même, j'ai de la famille là-bas. Mon papa est là, d'autres gens sont là. Mais je n'ai pas pu faire de l'économie, je n'ai pas pu épargner. Et c'est pour ça que je suis retourné à l'école. Je suis allé au HEC pour faire un certificat parce que dans ma tête, il y a un emploi qui va me payer convenablement et qui va me permettre de vivre la vie dont je rêve, la vie rêvée. Moi, j'aimerais pouvoir faire un impact dans la vie des gens, surtout dans la vie de mes proches. J'ai des grands buts. Je pensais pouvoir les faire comme ça. Mais quand je remarque que ce n'est pas aussi simple, je me suis dit, OK, je dois trouver quelque chose de plus grand, quelque chose que je fais avec passion pour que je puisse, gagner ma vie, mais pouvoir aider les autres. Et quand j'ai rencontré le Groupe Financier Mondial, il y a deux choses qui m'ont attiré très rapidement. La première chose, c'est qu'on m'a dit que je peux aider les gens. Cet aspect-là m'a intéressé beaucoup parce que aider les gens en leur donnant un peu d'éducation financière, ça va leur permettre de prendre de meilleures décisions pour eux et pour leur famille. Je me suis dit, ça, c'est une bonne chose. Après, on m'a dit que je peux faire
autant d'argent que je peux, autant d'argent que je veux, il suffit de mettre le temps et l'effort nécessaires là-dedans. Donc, c'est là que je me suis dit, bon, OK, laisse-moi essayer. J'ai essayé et j'ai commencé en 2022. J'ai eu mon permis en juillet 2022. Et j'ai trouvé beaucoup d'éducation financière qui sont très utiles pour moi. Ils vont me permettre de prendre de meilleures décisions pour moi. Et j'ai aidé déjà beaucoup de familles à prendre de meilleures décisions dans leur vie financière. Moi, Pasteur Doris, ça m'a fait plaisir. Ouais, je vois des gens qui pleurent en disant « Oh, je ne savais pas que ça existait. » Et puis, moi, j'étais capable de leur montrer ça. Parce que, qu'est-ce que ma compagnie constate? On constate que les gens ne sont pas bien éduqués et les institutions financières qui sont là sur place, oui, on fait affaire avec, mais peut-être que ce n'est pas leur priorité de nous éduquer. OK? Puisque ce n'est pas leur priorité de nous éduquer, donc les gens prennent des décisions, des fois, qui sont plus en faveur des institutions que pour eux-mêmes. Donc, quand je vois ça, je me suis dit, ah, c'est vers ça que je vais. Donc, c'est pourquoi je me suis dit, OK, je vais travailler là-dessus, aider des gens à économiser de l'argent, payer moins d'impôts, améliorer leur situation financière. C'est quelque chose que tout le monde veut. En même temps, aider d'autres gens à emboîter le pas, aider d'autres gens à venir bâtir leur entreprise aussi, venir changer leur vie, changer la vie de leur famille. Donc, c'est pourquoi je me suis dit, non, ça, c'est une bonne chose. Et effectivement, Doris, je ne regrette pas. Et aujourd'hui, j'ouvre mes bras à tous ceux qui aimeraient aussi commencer leur parcours, leur carrière dans le domaine. OK. Est-ce que ça veut dire aujourd'hui, tu es déjà millionnaire? Est-ce que c'est ça l'idée? Je suis millionnaire. Je suis millionnaire. Alors, en parlant de millionnaire, c'est ça l'éducation financière. J'ai compris pour moi-même que l'argent, c'est du papier. Okay? Si on le dépose quelque part et puis on ne fait rien avec, c'est du papier parce que l'argent est toujours en mouvement. L'économie est en mouvement. Le monde est en mouvement. Donc, quand tu as $1, tu le mets sous ton matelas, tu le mets sous ton matelas, ça reste un morceau de papier, ça ne croît pas. OK? Et quand tu fais quelque chose avec, c'est là que ça croît. Donc, quand je te dis que je suis millionnaire, non seulement dans la compagnie, c'est une compagnie qui fait des millionnaires parce que Groupe Financier Mondial, on est un réseau de 88 000 agents actuellement. 88 000 agents. Et même si la majorité sont aux États-Unis, parce que Groupe Financier Mondial, on a commencé aux États-Unis avant le Canada. Et le Québec est l'une des dernières provinces qui a reçu Groupe Financier Mondial. Groupe Financier Mondial est arrivé au Québec en 2017. Présentement, on n'est même pas encore 1000 agents. OK? Donc, c'est pourquoi je dis à ceux qui doivent venir de se presser parce que l'avion est en train de décoller. Et non seulement ça fait des millions, mais on est des millionnaires effectivement parce qu'on a de l'éducation financière. On sait comment le système fonctionne. Le système n'est pas... En fait, la réalité est tout autre que ce qu'un ami, un voisin peut te dire. Tu vois? C'est quand tu t'assois vraiment avec un conseiller. Je vais prendre un exemple d'un médecin. Peut-être que, Doris, tu peux avoir un mal de tête là, présentement, et que tu te dis, ou un voisin te dit, ah, prends un Tylenol. OK? Mais tu peux le prendre. Ça peut passer le mal de tête. OK? Cependant, tu n'as pas vraiment allé toucher le mal. Tu n'as pas allé toucher la cause du mal de tête. Si c'était un médecin, il allait te poser un ensemble de questions. Et Doris, as-tu dormi hier soir? Doris, qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui? Doris, as-tu bu de l'eau? Etc. Il va te poser un ensemble de questions pour aller voir quelle est la cause du mal de tête et aller et porter une solution, aller toucher la cause pour te guérir. Donc, c'est comme ça que je vois un conseiller financier.
Quand on est dans la vie des gens, des fois, les gens nous disent plein d'affaires. On essaie de les écouter et puis après, leur aller pas à pas leur dire, écoute, oui, tu as besoin de ça, mais pour avoir ça, il faut ça, ça, ça. Ouais, Voilà. je comprends. Mais en tout cas, le sujet d'aujourd'hui, c'est surtout les assurances. Exact. Les assurances, c'est, selon toi, c'est quoi d'où ça vient exactement? Un peu d'historique. J'ai pas, c'est sûr que je ne vais pas te faire trop d'historique sur ça ce soir, parce que je sais que c'est un sujet qui est vaste. Ouais. Peut-être que c'est notre première séance. On va revenir faire une deuxième, une troisième, parce que je pense que les gens vont être très contents d'apprendre plus. Les gens aiment ça, aiment apprendre plus. Mais je compte aujourd'hui expliquer à la communauté les bienfaits des assurances. Et on parle d'argent. À un moment donné, les gens peuvent oublier que les assurances, ça fait partie de leur stratégie financière. OK? De même qu'on doit aller travailler pour faire un revenu, OK? Les assurances aussi, c'est à prendre en compte parce que ça fait partie d'une des stratégies que les gens doivent intégrer dans leur plan financier. OK? Alors, aujourd'hui, je vais leur parler des stratégies et ensuite leur parler des assurances des personnes. OK? Mais les assurances, quelles qu'ils soient, que ce soit les assurances des personnes ou les assurances dommages, OK? Ce sont des stratégies de gestion des risques. Qu'est-ce que ça veut dire? On vit, on fonctionne, OK? Et on a des matériels, on a notre santé. Donc, quelque chose peut arriver dans notre vie un jour, à un moment donné. Et maintenant, si on veut atténuer ou on veut diminuer l'impact financier que ça peut faire dans ta vie, l'impact financier, ça peut aller autre chose aussi. L'impact financier va entraîner des impacts sur le plan de santé, des impacts psychologiques et tout. Mais si vous voulez atténuer l'impact financier, eh bien, les assurances, ce sont des stratégies à prendre en compte pour diminuer, pour absorber l'impact financier que ça peut faire dans la vie, dans notre vie, dans la vie de notre famille, dans la vie de ceux qu'on aime. Je vais prendre un exemple simple, Doris. Je vais prendre l'exemple de la maison, par exemple. On achète une maison, puis imagine qu'on n'aurait pas d'assurance. Puis un dégât d'eau arrive. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que tu vas devoir trouver de l'argent pour tu vas devoir trouver de l'argent pour appeler un... Est-ce que tu es là, Doris? Ah, j'espère que ça fonctionne. Oui, je suis là. Ah, ok, je ne te vois plus. OK. Donc, si un dégât d'eau arrive, s'il y a du feu ou je ne sais pas quoi, tu vas devoir trouver de l'argent parce que tu n'avais pas d'assurance. Parce qu'il faut appeler quelqu'un pour venir refixer tout. Donc, il faut débourser de l'argent. Tu vas où? Soit tu vas dans ce que tu as comme épargne, ou si tu n'en avais pas, tu vas obliger de te rendetter. OK? Donc, le système te propose une solution. Payez par mois quelques dollars pour pouvoir transférer ces risques à quelqu'un d'autre. Alors, il y a quatre types de stratégies. Premièrement, c'est évitement du risque. C'est ce que tu peux éviter le risque.
exemple d'évitement du risque, Doris, si tu te dis, bon, moi, je ne veux pas mourir dans un accident de voiture. Bon, pour éviter les risques, tu ne montes pas dans une auto du tout. Tu ne montes pas dans une voiture. OK? Donc, tu évites complètement. Ou tu peux dire, bon, je vais réduire le risque. Peut-être mettre comment on appelle tout ça? On met des choses, on met des coudières, on met des genouillères, on met tout là, on met des casques pour te protéger. S'il y a un accident qui arrive, peut-être que tu ne vas pas mourir. Tu penses à réduire les risques. C'est pourquoi, tu vois, ceux qui montent ceux qui roulent avec moto, par exemple, ils portent tout ça pour au moins réduire les risques. Mais si tu te dis, bon, moi, j'accepte le risque, donc tu balades en auto, tu balades sur les motos sans coudière, sans rien, parce que tu acceptes le risque, tu te dis, ben, si je tombe, peut-être que je vais mourir, mais je le sais, mais j'accepte. Ou, au final, tu transfères le risque. Tu transfères le risque à quelqu'un d'autre. Tu te dis, bon, moi, je ne monte pas dans une voiture, je vais toujours envoyer quelqu'un d'autre, mais pas moi. OK? Donc là, tu transfères le risque à quelqu'un d'autre. Les assurances, c'est ça qu'ils font. Lorsqu'on souscrit à une police d'assurance, on veut éviter un impact financier s'il y arrive un décès ou une maladie ou une perte d'emploi, etc. Donc, on souscrit une police d'assurance pour payer quelques dollars à l'assureur. Et là, c'est l'assureur qui prend le risque pour nous. OK? Donc, pour n'importe quoi, pour nos téléphones, pour notre maison, notre voiture, etc. On a tout ça. Et c'est pourquoi c'est tellement important, c'est pour ça les responsables du gouvernement, ils prennent ça en charge. Des fois, ils mettent des choses en place et qu'ils nous obligent à les payer. Par exemple, RAMQ. OK? Tout le monde paye RAMQ. Au moins, si on tombe malade, on peut aller à l'hôpital tranquille. Parce qu'on l'a. OK? Donc, on a des assurances de personnes. C'est de ça que je veux parler. Je ne vais pas entrer dans les assurances dommages et tout. J'ai pris l'exemple pour que vous compreniez. L'assurance permet de se prémunir contre les pertes financières imprévues, OK, liées à des événements comme accidents, maladies, décès, incendies, vols et des dégâts des eaux, etc. OK? Donc, les assurances des personnes offrent une protection financière contre les aléas de la vie. Mais ce sont des aléas liés à notre santé, l'incapacité de travailler, notre dépendance et le décès. Elle constitue une partie essentielle, OK, de la sécurité financière qu'on doit prendre en compte, comme j'ai dit tantôt. OK? Donc, les principaux protections que ça offre, c'est en cas de maladie, par exemple. Là, je vais parler des assurances médicales. Comme j'ai dit tantôt, nous, au Québec, on est quand même bien avec RAMQ. Pour tous ceux qui ont été déjà malades, ils vont à l'hôpital, et bien, on prend soin d'eux. Mais des fois, quand ce n'est pas suffisant, quand ça nous demande de payer un petit peu plus, c'est là qu'on va penser à un petit peu plus une couverture supplémentaire pour mieux se protéger. Okay? Il y a les assurances médicales, l'assurance invalidité ou l'assurance hospitalisation qui va permettre de couvrir les frais médicaux, les consultations, les médicaments, hospitalisation, soins dentaires, etc. On est au Québec, on a RAMQ, j'ai dit, mais des fois, ce n'est pas suffisant. Il faut avoir une couverture supplémentaire. S'il y a des médicaments qui sont plus chers que RAMQ ne veut pas payer, s'il y a des soins qu'on veut aller chercher plus loin, qu'on veut aller hors du pays,
eh bien, à ce moment-là, c'est dans notre poche. Si notre poche n'a pas d'argent, on va être obligé de rester là. Mais si on avait souscrit une police d'assurance médicale supplémentaire, eh bien, on ne reste pas coincé, on ne reste pas triste et la main dans le visage. Donc, on peut aller et chercher ces soins-là plus loin. OK? Donc, ça, c'est un premier bienfait avec l'assurance médicale. OK? À ce moment-là, on a accès à des meilleurs soins si on veut aller le chercher un peu plus loin, même si c'est un petit peu plus coûteux, mais on a de l'argent. OK? Après, ça peut maintenir un niveau de revenu stable. On travaille, on a un salaire de 5 000, de 10 000 ou de 3 000, je ne sais pas combien. Boum, un accident arrive et que on ne peut pas aller travailler. Un médecin constate qu'on ne peut pas travailler. En ce moment-là, qui nous paye? Il n'y a personne qui nous paye. S'il n'y a personne qui nous paye, on va rester coincé. Peut-être qu'il y a des gens qui vont appeler un cousin, non, un frère, etc. Mais il y en a qui n'en ont pas. Peut-être qu'on peut aller chercher le social, etc., dans un pays comme le Canada. Mais, de toute façon, notre niveau de vie va tomber au plus bas. Eh bien, ayant une couverture d'assurance invalidité, ça protège notre revenu. Ça protège le revenu. Eh bien, certaines assurances donnent un pourcentage de notre argent. Je ne vais pas rentrer dans la spécificité, mais juste généralité. C'est que tu as l'assurance, tu tombes malade, tu ne peux pas aller travailler, eh bien, c'est l'assurance qui prend les relais. Ton employeur ne te paye plus, mais l'assureur prend les relais, il continue à te payer. Je suis malade, c'est vrai, mais je peux attendre, prendre soin tranquillement jusqu'à ce que je sois en forme pour retourner au travail. OK? Après ça, il y a l'assurance vie qui nous protège en cas de décès. Qu'est-ce qui peut arriver quand quelqu'un meurt? Mais quand quelqu'un meurt, lui, il meurt. Mais qui était cette personne dans la vie d'autres personnes? Qu'est-ce que cette personne-là représentait pour ses enfants, son mari, sa femme, ses parents, ou toute une communauté même? OK? Donc, si cette personne-là, pendant son vivant, il valait beaucoup pour ces gens-là, c'est lui qui apportait à manger, c'est lui qui travaillait pour payer la maison, c'est lui qui travaillait pour... Ou cette personne-là avait des dettes, et cette personne-là laisse beaucoup d'impôts à payer et tout. S'il meurt en n'ayant pas d'assurance, certaines fois, on dit même des successions, des fois on refuse parce que il y a deux choses qu'on ne peut pas échapper, et on ne peut pas échapper contre eux vraiment, c'est le décès et l'impôt. Même si on meurt, on vient chercher l'impôt quand même. Et les créanciers viennent chercher leur argent aussi. Donc, si on n'avait rien, on n'avait pas d'assurance vie, eh bien, tu laisses les autres, tu laisses tes enfants, tu laisses tes proches dans le stress des dettes. Tu as laissé une maison qui n'avait pas encore été payée, eh bien, le créancier vient reprendre ça. S'il n'y a personne qui peut continuer à payer l'hypothèque. Eh bien, une assurance vie, c'est ça que ça permet. Ça permet aux survivants, OK, de maintenir le niveau de vie de la famille. Parce que ça peut permettre de remplacer le revenu de la personne. Ça peut payer les dettes au décès. Ça peut laisser un héritage libre d'impôts pour les autres. Et l'une des choses que ça fait, ça peut aider aussi à planifier la retraite parce qu'il y a des assurances vie permanentes dans lesquelles
on peut venir créer une valeur de rachat. Mhm. Par exemple, pendant que tu as toute ta force, tu travailles, puis à un moment donné, tu arrives à la retraite, tu n'as plus les mêmes besoins, mais tu peux aller regarder là-dedans, voir combien tu as déjà accumulé à l'intérieur de cette police-là et prendre un peu pour survivre si tu en as besoin. OK? Ça peut servir aussi selon le moment où la personne meurt. S'il y a des enfants qui avaient des buts, il avait des rêves pour eux, ils voulaient qu'ils aillent à l'école, ben, ça peut servir pour continuer à pousser ces enfants-là à leur faire réaliser leur rêve d'aller à l'école qu'ils veulent. Okay? Mhm. Et en dernier lieu, certaines personnes meurent, ils posent problème même pour leur funérailles. C'est le minimum, mais ça arrive. OK? Eh bien, je ne veux pas dire combien la personne doit avoir, mais au moins, ayant un petit montant, ça peut permettre de faire les funérailles de la personne. OK? Il y a les assurances maladies graves. Des fois, on l'oublie souvent. On l'oublie souvent. C'est une assurance, je pense, qui est moins vendue parce que les gens l'oublient. Mais c'est une assurance, des fois, ça couvre 24 maladies, 25 maladies. On peut prendre 4 maladies. C'est des maladies rares ou bien? Pas des maladies rares. Souvent, combien de gens qui ont un cancer? C'est rare de ne pas trouver quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a un cancer. Mhm. OK? Et un cancer, une crise cardiaque, un AVC. Mhm. Tu vois, c'est rare de ne pas trouver ce genre de choses. Écoute, moi, j'ai un homme de 46 ans que je connais, qui comme fait partie de la famille, là, qui a un AVC. Tu vois, à 46 ans, il est obligé de rester à la maison, là. C'est les gens qui lui donnent quelque chose à manger parce qu'il n'y avait pas de choses planifiées avant. OK? Donc, ayant eu une assurance maladie grave, aujourd'hui, il serait dans une meilleure situation parce que psychologiquement, on sait qu'on peut continuer à vivre. Au moins, je ne dis pas que l'argent va remplacer tout, mais l'argent nous permet de vivre mieux dans le monde où on vit présentement. OK? Donc, lorsqu'on l'a, eh bien, c'est une assurance qui permet qu'on peut aller chercher des soins hors du pays. C'est une assurance qui peut permettre si on ne veut pas rester à un hôpital où on partage des chambres avec des gens, ben on peut rester dans sa chambre privée. C'est une assurance qui peut permettre aussi que si, à un moment donné, c'est le monsieur qui est malade, et la femme veut rester à la maison pour prendre soin de son mari, eh bien, il peut parce qu'il y a de l'argent. Okay? Donc, ça permet tout de suite un équilibre financier. Ça permet que si on avait un petit RSC lié autre de côté, on n'a pas besoin d'aller le chercher présentement parce qu'on a ça. Ces stratégies-là je trouve que c'est fondamental parce que qu'est-ce qui arrive? On paye $100, $200, etc. Mais boum, un malheur arrive, on te verse 100 000, 200 000, 50 000, je ne sais pas combien tu as négocié. Un exemple, Doris, quand les gens me disent, par exemple, j'ai rencontré des familles, et j'ai rencontré une dame, je vais vous donner un exemple, j'ai rencontré une dame avec 2 enfants, et puis elle n'a pas d'assurance. Elle est monoparentale, elle n'a pas d'assurance vie, et puis elle me dit que, bon, moi, c'est un CELI que je veux. Je ne veux pas d'assurance, les assurances, j'aime pas ça, c'est un CELI que je veux. Je dis, madame, écoute, si tu fais un CELI aujourd'hui, tu mets $100 là-dedans par mois. Dans 2 mois ou dans 3 mois, combien d'argent que tu as? Tu as $200 ou tu as $300. Mais si au bout de 3 mois, tu meurs, tu laisses $300 pour ton fils, pour tes fils. Mais si au bout de 3 mois, tu meurs en ayant une police d'assurance, au bout de 3 mois, tu laisses 100 000, 200 000, 300 000. Donc, je ne dis pas un CELI, ce n'est pas à faire parce qu'il faut le faire, mais
Dans ce cas-ci-là, une police d'assurance, c'est à mettre en place avant de penser au CELI. Donc, c'est des stratégies qui sont vraiment importantes. Maintenant, en dernier lieu, c'est que toutes ces assurances-là permettent d'avoir une sérénité psychologique. Lorsqu'on les met en place, sachant qu'elles sont là, ben, on n'a pas de stress. Lorsqu'on travaille, qu'on fait qu'on est dans des emplois à risque, qu'on travaille dans les mines, qu'on travaille au bureau ou qu'on conduit n'importe quoi, on sait que si quelque chose de grave arrive, tu ne vas pas être dans des pétrins là. Même si tu serais malade, mais au moins, il y aura de l'argent pour que tu puisses vivre. Tu as comme ta liberté là. Si tes enfants comptent beaucoup à tes yeux, tu te dis, bon, écoute, même si je meurs là, je sais que mes enfants vont être mieux que moi si c'était pour l'argent. Ils vont te perdre, c'est sûr. L'argent ne peut pas te remplacer, c'est sûr. Mais au moins, toi, tu ne pouvais pas donner 100 000 pour acheter ta maison, mais peut-être que c'est possible, là, ils peuvent donner 50 000, 100 000 pour acheter leur première maison. Tu ne les laisses pas plus pauvres que lorsque tu étais vivant. Okay? Donc, c'est pour te montrer à la communauté l'importance des assurances. Là, les assurances, ce n'est pas juste une dépense, c'est une stratégie. Peut-être plus tard, si on continue à discuter, je peux montrer aux gens comment, si on a envie de laisser de l'argent pour ses descendants ou pour ses parents, ses proches ou des institutions, on peut laisser pour des organismes à but non lucratif, on peut laisser pour qui on veut. Au lieu de laisser juste 50 000 $ ou de laisser juste 20 000 $, mieux vaut laisser une police d'assurance parce que ça va laisser 100 000, 200 000, 500 000, 1 million. Tu vois? Tu laisses ces gens-là mieux que lorsque toi, tu étais vivant. Voilà. Yes. Bon, merci beaucoup pour la présentation, Benoît. Et c'est sûr que les gens qui nous regardent en ce moment, ils vont certainement trouver beaucoup de choses. Ils ont appris beaucoup de choses par rapport aux bienfaits. Pourquoi est-ce qu'on doit s'engager? On doit rentrer dans cette démarche. C'est quoi la raison d'être? C'est quoi les bienfaits? Vous avez bien énuméré les bienfaits. Ça veut dire que vous avez vraiment raison à penser à une ou des polices d'assurance, soit pour votre famille, pour votre vie perso, ou je dirais pour votre entreprise. Je pense que c'est une présentation, c'est une excellente présentation et puis très riche qui nous donne un regard un peu différent par rapport à ce qu'on savait déjà aux assurances là. As-tu quelque chose d'autre, Benoît, pour clore notre... Pour clore cette présentation que je considère comme une introduction, je dirais aux gens que tout ce que je dis là, c'est du cas par cas. OK? C'est du cas par cas. Je ne dis pas à tout le monde d'aller prendre toutes les assurances sans regarder qu'est-ce qu'ils ont avant et de voir qu'est-ce qui est mieux pour eux. C'est pourquoi je leur dis de faire appel à un professionnel. Un professionnel qui va regarder qu'est-ce que vous avez déjà, qu'est-ce que vous avez mis en place déjà et qu'est-ce qui vous manque. Et qu'est-ce que vous pouvez payer aussi. Je ne dis pas que si vous ne pouvez pas le faire, de le faire quand même, de ne pas manger, il faut le faire. Mais c'est tellement important. Il faut y penser. Il faut y penser. Exact. Et moi, j'ai fait ça, mon cheval de bataille. Je me bats en cette direction-là. Je vais faire
un impact dans la vie de ma communauté ici à Montréal, au Canada, parce que j'ai mon permis ici au Québec, j'ai mon permis en Ontario. Je travaille sur ces deux provinces-là. En attendant, je peux aller me chercher mon permis dans les autres provinces aussi. Ça s'en vient puisque mon équipe grandit présentement. OK? Donc, je leur dis que asseyez-vous avec un professionnel, okay, qui va évaluer votre situation, qui va vous écouter votre but, vos objectifs, qu'est-ce que vous voulez faire vraiment, et eux, ils vont regarder qu'est-ce que vous avez déjà et qu'est-ce qui vous manque. Et selon votre situation, ils vont vous faire des propositions qui peuvent vous sécuriser. Vous sécuriser, vous, dans votre vivant, pendant que vous fonctionnez. Si vous tombez malade, pas parce que vous êtes tombé malade que vous êtes obligé d'être ruiné. OK? Parce que vous êtes tombé malade, vous êtes obligé d'être ruiné. Eh bien, un professionnel va vous conseiller comment vous prendre en main, qu'est-ce que vous devez faire. Donc, nous, dans le groupe financier mondial, on se propose de faire ça. On fait ça gratuitement. On cause avec les gens. On leur transfère un peu d'éducation financière pour qu'ils prennent de meilleures décisions, des décisions éclairées pour eux, pour leur famille. On fait ça gratuitement. Et je leur dis, s'ils veulent travailler avec moi, ils seront bienvenus. Je suis partout dans ces deux provinces-là. Je me déplace pour travailler avec eux, chez eux, et je travaille par Zoom beaucoup. Okay? Donc, si les gens ils veulent te contacter, c'est à quel numéro? S'ils veulent me contacter, mon numéro, c'est 514-217-6092. OK, mais c'est sûr que le numéro de Benoît est aussi figuré dans le message qui déroule en bas de l'écran là. Et si vous avez des questions, vous pouvez nous laisser un commentaire sur la chaîne du réseau chrétien. Écoutez, si vous n'êtes pas encore abonné, disons à la communauté du réseau, rejoignez-nous. Vous pouvez nous rejoindre juste en vous abonnant à nos médias, que ce soit sur Facebook, Réseau Chrétien Foi et Action, ou sur YouTube. Et nous serons très, très, très contents de cheminer avec vous. Vous qui nous suivez jusqu'à cette présente minute, nous vous disons un grand merci. Le rendez-vous, ça va être pour la semaine prochaine. Bye bye tout le monde. Bye bye Benoît. Bye bye Doris. À bientôt. Bye bye. Bye bye.